Bien, écoutez, on va avancer parce qu'on a un petit peu de retard. Donc, si j'ai bien compris, le CNOM, le Conseil de l'Ordre, n'est pas là, c'est ça? Donc, ils avaient une autre réunion. Bon, donc ils ne pourront pas répondre à la question. Donc, on va demander aux ARS de donner leur avis. Et donc, c'est Madame Omsi Hubert et Madame Collet qui vont parler de la stratégie des ARS en matière d'obésité. Bonjour. Donc, d'emblée, on souhaite préciser qu'on ne parlera qu'au nom de l'ARS Île-de-France et qu'il ne nous est pas possible de vous parler des stratégies de l'ensemble des ARS et qu'on préfère donc vous présenter la stratégie de l'ARS Île-de-France seulement, puisqu'on n'est pas capable de vous parler des autres régions. Oui, donc moi je suis Brigitte Omsi-Hubert et donc je suis à la direction de l'offre de soins au département établissement de santé et en charge de la thématique de la chirurgie pour l'Île-de-France. Bonjour, je suis Catherine Collet, je suis chef de projet régional diabète et je représente aussi ma collègue qui est référente nutrition pour l'ARS. Donc on va vous présenter de façon succincte l'épidémiologie en Île-de-France, la politique de prévention de l'obésité et les leviers d'action de l'ARS et les filières de prise en charge graduées et les leviers d'action que nous avons à notre disposition. Les données épidémiologiques, si on prend le contexte francilien de l'obésité, ça a déjà été rappelé tout à l'heure. En Île-de-France, effectivement, on a une prévalence qui n'est pas trop élevée, mais par contre, on a des disparités territoriales très importantes. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le département de la Seine-Saint-Denis, la prévalence de l'obésité est de 20%. On voit que l'évolution, effectivement, de l'obésité est en constante progression. C'est plus marqué quand on regarde les cartographies d'indicateurs de vulnérabilité chez les personnes précaires, hein, notamment. Et bien évidemment, vous le savez tous, l'obésité augmente la mortalité et la survenue de pathologies chroniques. On sait que sur la région Île-de-France, il y a environ 400 000 diabétiques, un petit peu moins, déclarés en ALD8 et 1 sur 2 est obèse, pratiquement 1 sur 2. Si on regarde la sédentarité, en France, 70% de la population est sédentaire. C'est vrai que les adultes sont particulièrement inactifs, mais ça ne touche pas que les adultes, ça touche aussi les enfants et les adolescents. La loi de modernisation de la santé 2016 introduit dans une réglementation autour de la place de l'activité physique dans le parcours de santé avec un article sur la prescription d'activité physique adaptée en direction des personnes vivant avec une ALD. Donc on attend les décrets pour la mise en œuvre de cet article. Si on regarde la répartition géographique par rapport au lieu de résidence des personnes hospitalisées en MCO, avec signalement d'indice de masse corporelle supérieur à 30 pour 1000 habitants, on s'aperçoit quand même qu'il y a des disparités dans la région, et notamment tout l'est de la région, on va dire, et un petit peu le sud de l'Essonne. Il y a pratiquement 109 000 séjours en 2014, et sur ces 109 000 séjours, 9 000 étaient des séjours pour chirurgie bariatrique, ce qui représente 8,5%. En regardant l'évolution de la répartition géographique, toujours par rapport au lieu de résidence, hein, c'est les données que nous avons en MCO, on voit que la région Île-de-France a une évolution qui a progressé, mais qui n'est pas aussi importante que les données France entière. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, des disparités apparaissent puisque la Seine-et-Marne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus représentés dans ce diagramme, avec des évolutions, comme vous le voyez, dans les chiffres rouges qui sont très importantes. Je vais passer la parole à ma collègue. Donc si on évoque l'activité de chirurgie bariatrique en Île-de-France, on a une évolution du nombre de séjours, donc avec un acte thérapeutique sur l'estomac pour obésité morbide, qui a augmenté depuis 2010 de plus 45%.
On a un enjeu, effectivement, qui est rappelé depuis le début de la matinée, qui est de cumuler depuis 2010, on a 67 514 séjours qui évoquent le besoin de suivi annuel et à vie des patients opérés. Cette chirurgie, elle est réalisée actuellement dans 86 établissements, sur 162 établissements autorisés à l'activité de chirurgie. Un tiers de ces établissements font moins de 30 séjours par an de chirurgie bariatrique par an. On a 62 établissements qui font plus de 30 séjours et 51 établissements qui ne sont pas dans les CSO. Donc un tiers de ces séjours sont réalisés dans les 11 établissements CSO de la région. Le nouvel enjeu, là aussi, c'est le parcours de prise en charge et le suivi des patients au sein de chacune de ces structures qui réalisent cette activité et qui doit être organisée. D'une part, par des conventions avec les CSO, et d'autre part, dans le cadre du respect des recommandations de l'HAS. Et c'est un peu les difficultés que nous, on présente au regard des établissements qui ont cette activité très importante en dehors des établissements CSO. Si on regarde les leviers d'action de l'ARS Île-de-France autour de la prévention, on met en œuvre une déclinaison régionale du plan obésité et du plan national nutrition santé, notamment à travers un appel à projet chaque année autour d'une fiche qui s'appelle la fiche nutrition, c'est-à-dire la promotion d'une alimentation équilibrée, le repérage, dépistage de la sédentarité, du surpoids et de l'obésité, la promotion de l'activité physique. En 2015, ce sont 200 actions sur cette fiche qui ont été financées, dont 7 actions obésité et 141 actions sur l'activité physique. On participe aussi au plan sport santé bien-être entre l'ARS et la DRJSCS avec 30 actions sport santé. Il faut savoir que ce sont beaucoup les collectivités territoriales et les associations qui portent ces actions sur l'axe promotion de l'activité physique. On a aussi un autre levier d'action qui est, comme on en a parlé tout à l'heure, l'éducation thérapeutique du patient en Île-de-France. Il y a à peu près 650, ça varie selon les autorisations, mais 650 programmes d'éducation thérapeutique du patient. 227 programmes ont un volet nutrition. Il y a donc un tiers des programmes qui sont des programmes d'éducation thérapeutique diabète, et il y a à peu près 7% des programmes qui sont sur l'éducation thérapeutique obésité, plus ou moins associés au diabète. Ce sont surtout les établissements de santé qui portent ces programmes d'éducation thérapeutique, et il est vrai que ça, c'est une difficulté par rapport à l'ambulatoire et à la ville, puisque vous voyez qu'il n'y a que 27 programmes d'éducation thérapeutique qui sont portés par des structures ambulatoires. Il faut savoir qu'il va y avoir une parution d'un appel à projet incessamment sous peu pour développer l'éducation thérapeutique en ambulatoire. Dans ces programmes, ce sont des équipes pluridisciplinaires où l'on retrouve des médecins nutritionnistes, où l'on retrouve des diététiciennes, des éducateurs médico-sportifs, des éducateurs formés à l'activité physique adaptée. Si je fais un focus sur les programmes d'obésité en Île-de-France au niveau de l'éducation thérapeutique du patient, sur les 44 programmes ETP obésité, il y en a 28 qui sont exclusivement sur l'obésité, un qui est sur l'obésité et l'hypertension artérielle, obésité et les troubles du comportement, obésité, diabète, cancer, un sur l'obésité transition adulte, et c'est le réseau Ronde qui le porte, et 8 sur l'obésité chirurgie bariatrique, et le réseau Ronde en porte un aussi. Donc les leviers d'action concernant la filière de prise en charge graduée de l'obésité. En Île-de-France, on a 4 centres spécialisés obésité répartis sur l'ensemble de la région. Le Nord et le Centre qui sont également centres intégrés, l'Ouest et le Sud. Ils comprennent plusieurs établissements avec un comité de pilotage des actions. Ils sont chargés d'une organisation en filière territoriale avec les différents partenaires, avec une élaboration de RCP territoriale, des actions communes, des études sur les trajectoires. Ils sont également dans le cadre d'établissements de convention avec les établissements qui pratiquent la chirurgie bariatrique, avec les réseaux, avec les structures d'exercice collectif.
Ils font le recueil des données de l'Observatoire national des CSO. Ils organisent la journée régionale obésité annuellement et on a des réunions régulières avec les coordonnateurs des CSO. On a également un comité de pilotage régional obésité qui donc pilote la déclinaison régionale du plan obésité, qui appuie les centres spécialisés dans les missions de coordination et puis qui coordonne des actions pour différentes enquêtes qui sont menées sur les maternités, sur les urgences, sur des labellisations des soins de suite, pour un groupe de travail pédiatrique, sur les transports, sur le projet de télémédecine Théo dont on a parlé tout à l'heure, et puis qui élabore également des documents régionaux de conventions ou de rapports d'activité. On a également 2 réseaux qui sont donc à la coordination du parcours de santé pour donc l'évaluation des besoins médicaux, des besoins donc médicaux, diététiques, psychologues, sociaux, des patients et définition d'un parcours de soins avec le médecin traitant, pour orienter les patients dans leur parcours de santé, pour faciliter et proposer l'accès aux prestations d'éducation thérapeutique, aux consultations diététiques, psychologues, activités physiques adaptées en ambulatoire, pour apporter un appui aux professionnels de recours, de premier recours, également dans l'élaboration du parcours de soins du patient. Donc ce réseau, on a un réseau adulte Ronde, qui est une extension régionale maintenant, qui était initialement départementale, et qui donc a signé plusieurs conventions entre les différents CSO, le réseau diabète, les SSR, et puis on a également le réseau pédiatrique REPOP, avec un financement donc ARS. Ça, c'est la cartographie des CSO de l'Île-de-France. Je pense que ça, c'est quelque chose, une répartition territoriale. Les perspectives. En termes de prévention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère que la loi de santé 2016 permette de développer en amont la prescription de l'activité physique pour une prise en charge de l'obésité. Dans le cadre de cette politique, c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait une articulation entre les acteurs de la ville et le milieu sportif, et ce sera tout un challenge que nous aurons à mener à l'avenir. En termes de prise en charge de suivi du patient, notre volonté est d'élaborer des partenariats plus aboutis entre les CSO et les établissements qui réalisent l'activité de chirurgie bariatrique avec la ville, tant les professionnels de santé libéraux, les collectivités territoriales, à travers les centres municipaux de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les réseaux, les associations de patients. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Les CSO ont été financés au départ. Est-ce que vous voulez continuer à les financer ou est-ce que c'est fini le financement ? Donc, il y a un financement qui est toujours permanent, en tout cas qui est reconduit par la circulaire budgétaire à hauteur de 70 000 € par CSO annuellement, en Île-de-France. En Île-de-France, hein. C'est important d'insister là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment dépendant des ARS, puisqu'il y avait 2 ans de financement initialement, et ensuite c'est au bon vouloir des ARS locales de décider s'ils maintiennent ce financement ou pas pour les chargés de mission. Et je vous redis ce que j'ai dit en préambule, on parle de l'ARS voilà. Île-de-France et j'aurais du mal à vous parler de situation l'ensemble de la région. est extrêmement hétérogène, ouais. D'une ARS à l'autre, ce qui pose des difficultés, puisque certains CSO ont eu du mal maintenant à fonctionner, parce qu'ils ont perdu leur coordinateur. Il a paru en Île-de-France qu'il était extrêmement important de poursuivre ces financements et de poursuivre les coordinations qui étaient l'essentiel en fait des financements porte sur la coordination de ces CSO. et donc, est-ce que vous trouvez que les CSO ont rempli leur rôle ? Pour partie, on est en train de mettre en place effectivement ces partenariats et ce maillage. On voit bien qu'on en a encore un grand chemin à faire. Et on est très convaincus justement d'essayer de pérenniser l'activité pour pouvoir poursuivre la démarche qui est entamée. Je voudrais poser une question. Au niveau des ARS, vous parlez beaucoup des CSO. Le médecin nutritionniste, vous le voyez comment et comment se faire connaître auprès de vous ? Nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est pouvoir avoir une meilleure lisibilité de la place du médecin nutritionniste. Donc, on sait dans les CSO, ils sont répertoriés. Au niveau Île-de-France,
Par contre, au niveau des établissements qui ne sont pas CSO, je ne suis pas certaine qu'on ait cette information et cette diffusion. De la même façon, je ne suis pas certaine qu'on ait l'ensemble de l'information concernant tout ce qui est les médecins qui sont en ambulatoire, en ville. Et donc, il faut absolument qu'on poursuive cette démarche auprès de l'ensemble des partenaires. J'ai deux questions. Une qui est à la fois vers les chirurgiens et vous-même, et peut-être la caisse d'assurance maladie. Vous avez un tiers des établissements qui pratiquent moins de 30 interventions par an. Oui. Est-ce que, chirurgicalement parlant, on n'expose pas là, on ne s'expose pas une difficulté? Et qu'est-ce qui est prévu vis-à-vis de ces chirurgiens? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à les inciter à opérer, ou à l'inverse, proposer que les patients soient orientés vers des centres peut-être plus, plus entraînés? Ça, c'est une première question. Je ne vais pas répondre à la place du chirurgien. Donc, par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les établissements qui s'inscrivent dans cette démarche de charge en chirurgie bariatrique, ils le fassent dans un contexte de parcours complet. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on essaye de diffuser actuellement en Ile-de-France. On souhaiterait quand même que tous les établissements qui s'inscrivent dans une pratique de chirurgie bariatrique ne le fassent pas de façon chirurgicale uniquement, mais parce qu'ils ont mis en place l'ensemble du parcours et de la prise en charge pluridisciplinaire. On sait pour le moment que ce n'est pas le cas. Et dans nos 63 établissements, et donc il y en a 11 CSO, on sait que ce parcours il est correctement fait. Par contre, dans les 51 autres, il faut qu'on soit en certitude que ça se fasse dans ce contexte-là. Et effectivement, tous les autres qui ont cette activité qui est en dessous de 30 séjours de chirurgie bariatrique, il faut aussi que cette démarche elle soit complètement inscrite dans ce domaine-là, s'ils souhaitent poursuivre dans cette pratique-là. Mais c'est vrai que cette activité ne fait pas l'objet d'une autorisation particulière. Donc au niveau de la SOFCO, on a défini des centres de référence, donc, puisque le plan obésité avait défini des CSO, et ensuite donc ils avaient dit c'est à chaque CSO, à la SOFCO éventuellement de définir donc des centres habilités à faire la chirurgie bariatrique. Donc les centres de référence, les centres labellisés par la SOFCO, il y a un critère qui est le critère de nombre d'opérations, et on a mis la barre à 30. Donc nous, ceux qui font moins de 30 ne peuvent pas être labellisés. Voilà. Et ça pose problème, effectivement, ces centres qui pratiquent peu, parce que très souvent c'est là où il y a plus de problèmes, nous sommes bien d'accord. Et le deuxième point, il y a pas mal d'ARS qui développent des dossiers partagés, notamment en cancérologie, accessibles par Internet, des e-dossiers. Est-ce que vous avez ce type d'expérience et est-ce que vous proposez qu'à terme, il soit développé dans votre région? Donc on a le CSO Centre qui s'est mis sur cette démarche de faire un dossier patient qui n'est pas encore diffusé et qui à terme, j'espère, va pouvoir effectivement être proposé à l'ensemble de toute la région. Elisabeth, une question. Bonjour, je suis Elisabeth Ohaillon, je coordonne un programme ETP sur le CH de Montereau, donc un centre hospitalier qui pratique beaucoup de chirurgie bariatrique. Donc on a eu l'accord en 2012, mais on n'a pas de financement. Donc pour l'instant, on fait ça bénévolement. Moi, je fais ça à l'heure du déjeuner, les ateliers ETP, et on vient de nous supprimer le temps de psychologue. Donc voilà, moi je fais tout ce que je peux en bénévolat. Les diététiciennes aussi, une infirmière aussi sur son temps, en plus de son temps de travail. Ça aide beaucoup les chirurgiens, les patients sont très assidus, mais on n'a pas de, comme disait Brigitte, le nerf de la guerre, c'est-à-dire d'argent. Je suis d'accord. On peut pas. Enfin, moi, je m'occupe pas spécifiquement des financements de l'ETP, mais il est compliqué effectivement de pouvoir proposer un financement pour l'ETP, même si on en fait des reconnaissances. Là, je ne vais pas parler à la place de ma collègue. Oui, il est vrai que l'ARS est habilitée pour autoriser les programmes d'éducation thérapeutique, mais toute autorisation de programme ne vaut pas financement. Mais il faut savoir que plus de 90% des programmes ETP en Ile-de-France autorisés sont financés. Jean-Luc Bouillot et... J'ai bien entendu votre questionnement sur le nombre minimum d'interventions, et donc la SOFCO, effectivement, a dit que c'était 30. Moi, je m'interroge plutôt sur le nombre maximum. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a, au niveau notamment de Paris, Île-de-France, Centre,
des établissements qui réalisent un nombre considérable d'interventions, et tout le monde sait que la prise en charge n'est pas optimale. Et ça fait des années que ceci est cité à droite, à gauche, partout, et il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que vous nous proposez d'élaborer des partenariats entre des établissements privés et des CSO, mais je ne vois pas en pratique ce qu'on peut faire. Les patients, ils ont envie de revenir dans les CSO en disant « je ne suis pas suivi », c'est tout ce qu'ils veulent. Et les chirurgiens qui se débrouillent dans leur établissement privé avec une très grosse activité, les CSO, vous savez ce qu'ils en pensent. Et donc, je trouve que c'est un peu des vœux pieux, mais je ne vois pas comment vous allez pouvoir inciter, soit à augmenter l'activité, soit au moins à la réduire pour qu'elle soit prise de façon optimale. On a parfaitement conscience de ce que vous évoquez et parfaitement connaissance des établissements que vous évoquez, et on s'emploie à effectivement pouvoir modifier les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces pratiques qui sont extrêmement importantes, comme vous le dites, et qui ne se font pas dans un parcours de prise en charge pluridisciplinaire avec pas de suivi du patient. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on veut aller au-delà du vœu pieux. Dernière question, un peu dans la même tonalité. Est-ce que vous avez une évaluation entre l'offre actuellement des programmes, par exemple d'ETP, et la demande qui devrait être satisfaite? Parce que déjà, les programmes d'ETP ne sont pas... Bon, vous avez dit 90% sont acceptés, sont financés? Non, à peu près 80, un peu plus de 80% des programmes d'éducation thérapeutique sont financés. D'accord. Et ça couvre... Autorisés, hein, les programmes autorisés. Et quelle est votre capacité d'offre par rapport à la demande de cette population qui va se faire opérer, etc. Combien de patients actuellement sont pris en charge dans le cadre de ces programmes d'éducation thérapeutique? Est-ce que c'est pas minoritaire? Je n'ai pas cette information. Je crains que ce soit très très minoritaire. Et vous avez raison, on n'a pas pour le moment la capacité de savoir ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Les 67 000 patients opérés depuis 2010, sont-ils suivis annuellement au minimum? Eh bien, on n'est pas en mesure de pouvoir vous répondre. Dans mon expérience, ça marche très bien à Lille, dans le service de Patou. Qui est cette formation. Ouais. Monique Roman, une dernière remarque, il faudra qu'on avance après. Oui, ça marche bien à Lille, dans le service de François Patou pour le suivi des patients, parce que c'est bien organisé depuis très longtemps. Mais le Nord, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 20% de la population qui est obèse. Et l'éducation thérapeutique, c'est aussi pour les patients qui ne vont pas aller dans la chirurgie et ça va justement leur éviter d'aller vers la chirurgie. Et ça, il ne faut pas l'oublier.